après 50 ans que je rapatrie au Vietnam. C'est pour ça que j'ai heureux pour moi de visiter ma petite sœur et puis toutes les Vietnamiens qui ont décédé de le cimetière de la Pagoumène. Alors je crois que pour moi, c'est le, qu'on peut dire en français, le pas de prix. Pour moi, je suis très heureux parce que après 50 ans, je retourne d'ici. Et quand je suis d'ici, j'ai 16 ans. Et pour ça que tous les Vietnamiens, ils sont morts d'ici. Ses parents et ses enfants, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Alors ils sont tous au Vietnam. On peut dire qu'ils sont morts pour la Calédonie. Quand il est ouvert, il fait le travail ici pour l'ouverture de la Grande Calédonie d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est moi. Je pouvais que bác có thể là thay mặt. Il représente les autres. Pour représentation des Vietnamiens, de rapatriés. Alors que il me dit que Man, tu fais une petite tour en Calédonie pour nous. C'est pour ça que je vais faire cette histoire. 81 ans. Moi, j'ai pas tout oublié. J'ai 81 ans et puis il est mort en 1957. Aujourd'hui, je suis très... Je ne peux pas dire comment. Parce que pour eux, pour moi, c'est comme ma famille. En 1862, 9 ans après avoir pris possession de la Nouvelle-Calédonie, la France instaure à Saïgon la colonie de Cochinchine, puis étend son protectorat sur l'Annam et le Tonkin. Elle fait ainsi de l'Indochine la principale possession de son empire colonial après l'Algérie. Au Tonkin, le nord du Vietnam, la colonisation pèse sur les campagnes. Dans un contexte d'explosion démographique, d'accaparement des terres et de famines récurrentes, des milliers de paysans et d'ouvriers tonkinois écrasés d'impôts n'ont d'autre choix que l'exil pour nourrir leur famille. Certains se loueront dans les plantations d'EVA du Sud-Vietnam ou les cocoteraies des Nouvelles-Hébrides. D'autres partiront pour les mines du Laos ou de Nouvelle-Calédonie. Fuyant l'extrême misère de leur région surpeuplée, ils signeront des contrats de travail de 5 ans et se baptiseront eux-mêmes Chandang, ce qui en vietnamien signifie « pied engagé ». Quel âge vous avez? Bao nhiêu tuổi? Nó khá thì luôn Ông nói to, ông biết. Ông năm nay bao nhiêu tuổi? Bác nói tiếng Pháp cũng được. Nói tiếng Pháp được. Chứ nhầm 85. 95. Đấy, ông nói. Plus champion que moi. Et vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie, c'était à quelle époque? Tức là bác đi sang bên kia năm bao nhiêu? Bác Ông đi sang bên kia năm bao nhiêu? Ông biết. Để xuống lên. Xuống. 1941 39. 39 này. Họ vừa nói. Bác nói bằng tiếng Pháp đi. Ông nói tiếng Pháp đi. Năm 39. năm 39 1939. Có 50 đến năm ở bên đấy tất cả Thì sang lấy năm bao nhiêu? 27 năm. 27 années. 27 années. Ra sang 39. 27 années. Et pourquoi vous étiez parti là-bas? Mình đi kinh. Tại sao ông lại bỏ nước Việt Nam ông sang Nume? Trước này đói La faim. đói ăn không có ăn. Il n'y a pas à manger. Mộ.
มัยนี้กิน làm bút rót cành xuống. Il remplit le nickel pour le four. Ông ơi. Sang bên đấy Pháp bắt đầu sang thì khổ lắm, đói 2 người với đừng đĩa cơm. Rồi. Mà lên đến muộn cái là tà tiếng là tôi phạt cái này. Si il vient en retard pour l'alimentation, alors que il n'a rien. Thế là cái tháng ấy là vì không có lương mà. Alors cette mois-ci, il n'a pas de la paye. Ta có một tiếng pas đồng hồ reçu nữa thôi phạt. parce que il n'est pas direct pour. Mais est-ce qu'il y a quand même des bons souvenirs? Đến đấy thì có mở đài nghe thế nước nhà này nói là Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký với lại Cộng hòa Pháp. Rồi. Ký với Cộng hòa Pháp cho người Việt Nam để hồi hương. Ai sang trước thì về trước, ai sang sau thì về sau. Thì tôi đi làm ca về thì tôi mở đài nghe thì là đài nói Văn Đồng. Peu de ces anciens sont encore vivants. À 95 ans, le vieux Wan est le Benjamin des 3 derniers Tchandang de sa province, survivant de toute une génération de pionniers de la mine calédonienne. Si le Vietnam avait besoin d'exporter sa main-d'œuvre, la Calédonie, elle, manquait de bras. À partir de 1895, les volontaires du Tonkin, engagés à Haiphong, affluent sur le territoire. Leur nombre va culminer à 6400 à la fin des années 20, puis décroître et se stabiliser aux alentours de 3300 à partir de 1939, quand la Seconde Guerre mondiale rompt les communications entre les deux colonies. Les Tchandang croyaient venir au Tan Te Gioy, le Nouveau Monde, pour eux l'île de l'espoir. La réalité fut que leurs pieds engagés l'étaient dans les fers d'un esclavage qui, pour être volontaire, n'en était pas moins dur. Plus de noms mais des matricules, des logements insalubres, une nourriture insuffisante, un travail exténuant et dangereux, une paye misérable, des châtiments corporels, l'impossibilité de rompre leur contrat et une soumission au régime de l'indigénat et à ses interdictions de déplacement. Bien des tombes oubliées témoignent de cette misère dans les cimetières de brousse. La plupart des Tchandang furent employés sur les mines de chrome ou de nickel. Ceux arrivés à la fin des années 30, pris dans les turbulences de l'histoire, ne purent rentrer chez eux à la fin de leur contrat et restèrent parfois 25 ans en Nouvelle-Calédonie. Leurs enfants y sont nés, beaucoup à Thiébagui. Thiébagui, avec son quartier vietnamien, un peu à l'écart tout en bas du site. Pour Man, fils de Tchandang en pèlerinage sur les traces de son passé, c'est un lieu de bonheur. Puis je suis né à Koné. Je suis à Koné le 1947, le 5-8 1947. Et puis après, on grandir, puis un peu plus, puis on monte à l'amitié Bagui. Puis là-bas, on a beaucoup des amis, beaucoup de camarades de l'étranger. On vit toujours ensemble en bonheur, des bonheurs. On passe ici, hein? Alors, je ne sais pas où c'est que vous voulez aller, là. Parce que là, après, c'est la brousse. Hein. J'ai retrouvé ma maison, là. Alors, il est détruit. Alors, tout est tombé, fut tombé en bas de... À côté de l'église, en bas de l'église, c'est de 20 mètres. Après de 20 mètres. Et c'est pour moi, c'est tous les souvenirs. Hein. Après plus de la moitié de ma vie, je retournais d'ici. Alors il y a beaucoup d'histoires. Et puis lui, avec moi, maintenant il travaille ici encore. Alors on est nés tous à Koné. Tous. Et il est moins de moi d'1 an. Hein. Tu as plus que moi.
Tu es né en 46? Moi, je suis né en fin 46 et toi, tu es né 47. En juillet 47. Alors tu es plus que moi d'un Oh, je suis plus vieux que toi. plus vieux. Ici, là, pour faire et après, il y a beaucoup de trous, là. Là aussi, on en revient à la situation de l'histoire. Ils étaient quand même malmenés. Ils étaient brutalisés, parfois sous-traités. Quand on regarde les états de paiement et tout, il y avait des catégories de salaires où le Vietnamien touchait le minimum. Ici, il était au plafond avec les Mélanésiens. Du reste, on les appelait même pas par leur nom, c'était par leur numéro. Mais il y avait, étant ressortissants de la colonie française du Tonkin, ils avaient le droit d'être libérés sur place de leur engagement, et ceux qui revenaient travailler à ce moment-là rentraient dans le système ordinaire où là on les appelait par leur nom et on leur donnait le même traitement que les autres. Il grimpait là-dedans pour partir à C'est un taxi. Taxi Chibagi Paugumen. Avant. Tu peux monter dedans, hein? Tu veux monter dedans? Non, puis quand je saute ici, hein, je saute ici, puis c'est ça, hein. Attention, hein, oui, parce que c'est le ça. frein. Alors il ramasse, mais boum, allez. Ah ben, des fois, le frein est cassé. Ça, il dessert, puis il glisse. Il glisse de en haut jusqu'à ici, là. Quand je suis à l'école, comme ça, allez. Vous savez. Alors tout le monde ici. Sauvé. Sauvé. Mais l'histoire a aussi ses côtés sombres, car Thiébagui, paradis des enfants insouciants, fut lieu de souffrance et parfois de mort pour leurs parents Tchandang. Parmi eux, le père de Tran Kin, matricule 1020, tué au fond du puits. À l'âge de 7 ans, je me souviens, il a eu un accident de travail dans les mines de Thiébagui. Les numéros des mines, les tunnels, c'est pas celui, ça s'appelle. Numéro 7. Numéro 7, le numéro Thiébagui. C'est une explosion de dynamite sous-sol là. C'est à combien là? Au-dessus de la mer, au niveau de la mer. Et puis c'est une dynamite, c'est un chef d'équipe, c'est lui qui dirige pour la dynamite là. Puis il y a un dynamite qui n'a pas explosé à côté, il n'en manque un. C'est lui le responsable. Et on doit rentrer pour voir et creuser les dynamites là. Il a explosé. Et il est mort. Massacré tout. Ouais. Il a coupé les bras, les yeux et tout. Koumak, dans les années 50 et 60, au temps où il y avait bien plus de piétons que de cyclistes et bien plus de vélos que de voitures, c'était encore un tout petit village. L'emploi, la vie était autour, dans les centres miniers. À Thiébagui, qui vivait en quasi-autonomie, à Pagoumen, à Chagrin, Fantoche ou Alpha, toutes ces mines qui ont usé tant de Chandang. Mais Koumak avait son église toute neuve pour la messe du dimanche et surtout un collège, le seul à 200 km à la ronde. Peu de Vietnamiens s'y sont cependant fixés, préférant Nouméa quand ils ont pu, après 1946, retrouver leur nom et librement choisir leur emploi et leur lieu de résidence. À Koumak aujourd'hui vivent encore quelques-uns des amis de Man. Un bandit. Bonjour. C'est un bandit qui vient. Il est là. Hein? C'est un bandit qui vient chez toi là. Non, Un bandit. c'est pour Richard.
Je ne sais pas, comme tu veux dire, comment tu m'appelles n'importe quoi. Un bandit, un cowboy, n'importe quoi. Mais non. Tiens, voilà. C'est qui là? C'est ma femme. Non, pas ta femme. Tout à l'heure, je te cherchais. Pourquoi? Ben pour... Tu reconnais c'est qui? Lui, un coup de poing dans la gueule. Et puis, il va me rappeler encore. Un coup de poing dans la gueule. Cherche un peu. Hein? On connaît où? À Tibagui? Non. Je sais pas, moi c'est toi qui as rendu à Tibagui, c'est pas moi. Ah punaise, mais c'est qui ça? Mais ça c'est trop alors. Sam, non? Non, c'est pas Sam. Alors je dis que je voudrais retrouver la famille de Abadi. Et non, Marc, parce que j'ai pas le temps. C'est pour ça que je retourne vite à Koumak là, pour te retrouver. Parce que j'ai l'adresse de ta mère. Et Vélina, elle est là et avec moi là. Elle ne m'a reconnu pas. Ah non, mais elle t'a pas reconnu. Elle est reconnue, elle a reconnu ma soeur, l'œil. Man! Ah, bordel! Man! Bordel! Thomas! Bordel! Man! Ah, man! Et ton frère, Mine? Oui, c'est ça. Il est où, Mine? Il est au Vietnam, pas ici. Ça fait 49 ans que je retourne ici. Waouh! 49 ans, hein? Ben tu vois, je suis content de te retrouver, dis donc. Man, ah tu vois ça, je me rappelle, ça y est. Ça y est. Man. Le lever du matin à 5h30. T'as trouvé qui pour savoir ça? C'est le cousin de ta mère. Il y a ainsi des amitiés qui survivent à près d'un demi-siècle d'absence. Ces deux hommes mûrs qui se tombent dans les bras et qui forment le projet de se revoir là-bas, au Vietnam, se sont connus gamins sur les bancs de l'école, à Thiébagui, dans la classe de maîtresse Céline. Moi, je viens d'ici déjà. Arniol, là, son fils, là, celui-là avec la salopette, là. Mais peut-être vous êtes là-dedans, là, je sais pas, non? Ça, il y a 5 cours. Un cours préparatoire, et puis un cours élémentaire première, élémentaire deuxième, puis cours moyen 2, puis un fin d'études ici. Là. Alors qu'avant, ici, une séjour, c'est pareil par un mur en carton, c'est pareil. Alors ici, c'est la table pour moi. Là, c'est ici, le premier table que j'ai ici. Et puis ça c'est le tableau en bas. Puis le toit il est en tôle, puis en haut il est cartonné, le plafond. Et maintenant il a plu, tout ruiné. Je pense toujours à ma classe. C'est l'école de Thiébagui. C'est là où j'apprends à faire d'homme. Et je pense toujours à ma institutrice Céline Colleux, Céline Rivière. Ça me fait chaud au cœur. Parce que je trouve qu'ils sont fidèles. Et puis, moi je ne pensais pas de les avoir marqués comme ça. Parce que moi, je me souviens que j'étais sévère, il fallait travailler. Oui, c'est pour ça que vous, qui m'avez étudié, alors aujourd'hui, je pouvais parler le français avec vous.
Oui, oui, je trouve que tu parles bien. Parce que là-bas, tu n'as pas l'occasion de parler. 49 ans, je ne parle pas. Ça, je ne reviens pas. Un tout petit fois, c'est tout. Oui. Mais pas tous les jours, pas tous les mois. C'est comme Joseph, là, quand il m'a écrit. Ben, quand même, c'est quand même bien. Hein. Mais maintenant, hein, pardonne-moi. Hein, oui. Parce que à ce jour, je vais aller au Vietnam, je vais t'écrire. Oui. Je crois que j'écris. Il y a beaucoup de fautes, alors tu fais arranger les dictées. Oui, mais ça fait rien, ça, les fautes. Comme Francine, quand elle a écrit, elle m'a dit... Les feuilles de thé. Le thé vert, on avait le thé. Tout d'abord, les pieds, les théiers, c'était là-bas. C'était là-bas. Et puis, ces théiers-là, ils étaient là quand on avait acheté la terre. Voilà. Ils étaient partis parce que c'était la vie à la campagne, dans leur village, est trop dur. Ils n'ont pas de quoi vivre. C'est pour ça qu'ils ont signé le contrat pour pouvoir partir travailler. Bon, à l'inconnu, bien sûr, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, ben voilà, ils ont été travailler là-bas. Très dur au début, pendant les 5 premières années. Quand je commence à pouvoir aller à l'école, j'ai été à l'école de Thiebagui. Et tout avant, ben, on avait une maison, une école qui enseigne le viet aussi à Thiebagui. Là, l'école, elle est là. Et là, nous, les enfants, on jouait librement de pouvoir apprendre le vietnamien et puis de jouer comme il se doit. Et puis, seulement quand on est assez grand pour pouvoir aller à l'école française, là seulement qu'on a été à l'école française. Donc, avant d'aller à l'école française, on avait étudié le vietnamien dans cette école-là. Donc, quand on était rentré, on sait écrire, lire et parler vietnamien. C'était une vie très heureuse, très heureuse. On a de tout. On a une famille heureuse. Mon père travaille au Doniambo. Mon grand frère commence à travailler aussi. Et mon deuxième frère, il commence juste à travailler avant de repartir. Voilà, une vie très très heureuse. On a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on n'est pas encore riche, je peux vous le dire. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc, comme elle n'a plus ses dents, comme tout thoải thôi. Non, elle est un peu intimidée. Et comme elle n'a plus ses dents, donc elle ne veut pas le montrer. Bon, elle va chanter en français. C'est toujours dans nos cœurs. On y tient. On aime parler. On aime toujours parler de notre vie passée là-bas. Sans regret d'ailleurs. Mais on parlait souvent. Et puis beaucoup, quand on se réunit, on aime bien aussi parler français entre nous. Vous voyez, ça se garde. C'est une partie de notre vie. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la cape par la gueule, je la manque à ce monsieur m'a dit, tombez-la dans l'huile, tombez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. « 2 septembre 1945, le jour même où le Japon capitule, Ho Chi Minh proclame à Hanoï l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. La France reconnaît d'abord l'existence de cet État autonome au sein de l'Union française, puis fait volte-face. Fin 1946, la marine bombarde Haiphong. Ho Chi Minh, membre fondateur du Parti communiste français et chef de file du mouvement Viet Minh, réplique par l'insurrection d'Hanoï. C'est le début d'une guerre qui va durer 8 ans et faire 500 000 victimes. Une guerre, ou plutôt une guérilla révolutionnaire,
opposant une armée française figée dans la défense des villes et des voies de communication à une armée vietnamienne mobile, insaisissable, soutenue par la population et par la Chine de Mao. Guerre de reconquête coloniale devenue croisade anticommuniste, la guerre d'Indochine s'achèvera par la défaite française de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. 2 mois plus tard, les accords de Genève consacraient la partition du Vietnam. La France quittait le Tonkin. De l'aveu même du général Giap, commandant en chef des forces du Viet Minh, l'action en cours à Dien Bien Phu est la plus grande bataille qui ait jamais été livrée en Indochine pour la possession d'une ville fortifiée. 57 jours sans trêve ni repos. 57 jours pendant lesquels l'espoir s'effritait sous les coups furieux des divisions communistes, sans cesse alimentées en troupes fraîches. 57 jours d'héroïsme surhumain et de souffrance. Aujourd'hui, Dien Bien Phu n'est plus qu'une terre brûlée, mais plus jamais le monde ne pourra oublier ce nom. La chute de Dien Bien Phu n'est pas sans conséquence en Calédonie, où les Chandang, désormais implantés dans l'artisanat et le petit commerce, suscitent déjà des jalousies. Une partie de la colonie vietnamienne est par ailleurs sensible à la propagande communiste, hisse le drapeau rouge et manifeste. Par réaction, il se développe dans la société calédonienne un fort mouvement d'hostilité et de rejet à l'encontre d'une communauté qui compte alors plus de 4000 personnes. Ce sentiment anti-vietnamien est d'ailleurs partagé par les dirigeants de la colonie, comme en témoigne cette note administrative de 1955. Groupés en associations professionnelles dissimulant des partis politiques, en majorité pro-Viet Minh, les Vietnamiens sont inassimilables et ont toujours fait preuve d'un nationalisme agressif. Le Conseil général a demandé à plusieurs reprises que ces ressortissants vietnamiens soient rapatriés progressivement dans leur pays d'origine. Le territoire a avantage à se débarrasser le plus rapidement possible de cette colonie étrangère qui, en raison de son taux d'accroissement rapide et de sa résistance à toute assimilation, risque de poser dans quelques années des problèmes politiques graves. Ben, je me présente, Cac Jean-Marie François, né le 29 octobre 1934 à Pointe-Boute. Je suis le 4e enfant d'une famille de 5 en Calédonie, hein, parce que mes parents sont venus du Vietnam avec 2 enfants et un enfant que mes grands-parents ont conservé là, n'ont pas voulu le laisser partir. Les années 57-58, j'ai vécu, je vous dirais franchement, au fond de moi, ça me faisait de la peine. J'étais blessé parce que je me suis fait insulter quelques fois sur la route. Je ne demandais rien à personne. Marchais sur la route, il y avait 2 ou 3, ils nous insultaient, et ainsi de suite. Tout partout, c'était écrit partout, dans les rues, partout, Viet dehors. Et à l'époque, déjà, dans les années 50-51, quand je suis descendu travailler, on était mal vus déjà. Parce que j'aimais le vélo à l'époque. Quand j'ai travaillé, j'ai réussi à m'acquérir un vélo de course. Alors, le matin, avant d'aller travailler, je faisais mon tour de 4e, magenta, puis je revenais, puis j'allais travailler. Et le samedi, on partait, on allait faire le tour du Mont-d'Or, on revenait. Mais sur la route, quand on roulait, on se faisait insulter. Une voiture qui nous doublait, nous insultait. C'était comme ça. Bon, après, on était habitués. Insulter, continuer à insulter, nous, on continue à travailler. Mon nom est Trinh Van Tai. Oui. Et je suis né aux Nouvelles-Hébrides. Maintenant, on appelle Vanuatu. Je suis né en 1941. Et j'ai fait des études primaires à l'école primaire à Port-Vila. Port-Vila, c'est la capitale de Vanuatu. Et en 1955, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai continué à faire des études au collège technique.
en 1930, 1940, c'est terrible, c'est presque une vie d'esclavage. Mais en 1950, 60, la vie est plus aisée, parce qu'on est devenu libre. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de travailler où on veut, quel patron on veut. Je suis parti parce que mes parents ont voulu qu'on doit rentrer au Vietnam parce nous sommes des Vietnamiens, et puis, notre patrie est le Vietnam. Puis à ce moment-là, il y a des troubles en Nouvelle-Calédonie. Hein? Il y a des troubles là-bas en Nouvelle-Calédonie. Hein? On voit partout des slogans, chinois dehors, Vietnam dehors. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nous. Ils étaient cuisiniers ou commerçants, coiffeurs ou ferblantiers, jardiniers ou maçons, bien intégrés dans la vie économique. Ils choisirent pourtant le départ. Parmi eux, des gens très engagés politiquement, dont le soutien au régime communiste était entier. D'autres voulaient seulement revoir le pays natal, retrouver la famille. Certains de ceux qui auraient voulu rester, choqués par les campagnes xénophobes, prirent quand même le bateau pour ce Vietnam qu'ils ne connaissaient plus que de loin, malgré la propagande du Viet Minh. Et beaucoup, parmi les jeunes, embarquèrent parce que telle était la volonté du père. Ce fut, pour les Chan Dang et leurs enfants, un temps de déchirure, de dislocation familiale et de recomposition des liens sociaux, sur fond de conflits interethniques et intracommunautaires. Ceux qui choisirent de rester et de transformer l'histoire martyre d'une main-d'œuvre sans identité en exemple d'intégration réussie dans une société pluriethnique furent moins d'1 millier. Ils étaient majoritairement catholiques. Tous les autres partirent, en 11 voyages au total, dont 9 de l'Easter Queen, entre décembre 1960 et février 1964, 3786 Vietnamiens quittèrent Nouméa pour Haiphong, le grand port du Nord-Vietnam. Le port de Haiphong, c'est le lieu où ils quittent le Vietnam. Le port de Haiphong, c'est le lieu où ils retournent au Vietnam. Au début, quand on est retourné au Vietnam, on est un peu choqué, hein, parce qu'au Vietnam, c'était pas comme en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. La vie était plus difficile. En Calédonie, ils étaient des Chan Dang. De retour chez eux, ils devinrent des Viet Kieu, le nom donné aux Vietnamiens de l'étranger revenant vivre au pays. Certains furent accueillis en héros par Ho Chi Minh en personne, le 10 janvier 1960. Une stèle, un monument et une fresque à la forte symbolique révolutionnaire en témoignent sur le port de Haiphong. Éphémère moment d'enthousiasme, car ils le disent tous, le retour fut difficile dans un pays sous-développé et appauvri par la guerre, où les projets de monter des entreprises avec l'argent et le matériel ramenés de Nouméa furent vite dépassés, dans un contexte de collectivisation de l'agriculture et d'étatisation de l'industrie et du commerce. Peu, en réalité, ont pu faire jouer un choix personnel en un temps où l'idéologie dominante faisait primer le service collectif du peuple sur le bonheur individuel. Selon qu'ils étaient puissants ou anonymes, formés ou sans qualification, riches ou pauvres, ils furent orientés par le gouvernement communiste vers des destins différents. Haiphong, le centre de recrutement où ils engagèrent leurs pieds au début du siècle dernier, est aujourd'hui le grand port industriel du Nord-Vietnam, jumelé avec Brest. Métropole de près de 2 millions d'habitants, la ville héberge encore 4 Chan Dang vivants, âgés de 90 à 101 ans, et quelques 120 Viet Kieu nés en Nouvelle-Calédonie ou aux Nouvelles Hébrides.
Tous, au départ ou au retour, y passèrent par le dock numéro 6, lieu de regroupement et muet témoin du lien ancien entre les deux colonies françaises. Et quand je suis au Vietnam, le gouvernement nous a orientés. Ils m'ont conseillé de continuer mes études. Alors j'ai continué mes études à l'université maritime. Voilà. Et j'ai fait des études à l'université maritime. J'ai eu mon diplôme en 1970. Ingénieur de l'électricité maritime. Ouais. Et j'ai travaillé dans le chantier des constructions navales Baekdam. De 1963 jusqu'à 2002. Une longue période. Aux uns, les études, aux autres, la ville, et aux derniers, le défrichement des campagnes de l'arrière-pays, loin de leur village natal qu'ils espéraient retrouver. Pour Trinh Van Thai, ce fut Haiphong, mais pour Tran Van Lieu et Tran Tike, les parents de Man, ce fut Tien Quang, à 150 km au nord-ouest de Hanoï. Ça, c'est mon père qui a débroussé, puis labouré, puis plante les maïs. Et maintenant, M. Tang et Yvonne, ils achètent le propriété. Et maintenant, il fait comme mon père avant. Mais avant, quand il reste ici, l'inondation. Le fleuve, il inondait tous en haut, là. Tous à peu près de 3 mètres à 4 mètres de hauteur. Et maintenant, c'est fini. Cependant, je suis jeune, puis mon père et ma mère voudraient qu'on parte avec eux. C'est pour ça qu'on est petit, puis on n'est pas 18 ans encore. C'est la loi des Français, puis de la Nouvelle-Calédonie. Il faut obliger de rentrer avec mes parents, je ne peux pas refuser. Si, c'est malheureusement, on peut dire que les premiers jours, il rentre à la fin, puis une semaine après, alors il ne peut pas décider où il va. Alors que le gouvernement du Vietnam a dit que vous pouvez aller à tout le coin. Indirectement, c'est la guerre d'Indochine avec les Français qui avait conduit les Tchang-Dang à quitter la Nouvelle-Calédonie. Et très directement cette fois, à peine rentrés, 13 mois seulement après le dernier voyage de l'Easter Queen, c'est dans la guerre avec les Américains qu'ils replongèrent pour 10 ans. C'est une très longue histoire, parce que pour raconter c'est très long, il y a beaucoup de choses à parler. Mais je suis chauffeur, puis dans le ciel c'est le bombardement américain. Et je passe toujours en dessous les roquettes, les bombes. Mais j'ai la chance que les bombes et puis les roquettes ne m'ont pas touché dans ma voiture, dans mon camion. Cette deuxième guerre d'Indochine, visant à la réunification du Vietnam coupé en deux, avait en fait commencé dès 1958 par des opérations de guérilla. Les États-Unis n'entrèrent ouvertement dans le conflit qu'à partir de mars 1965,
avec des bombardements massifs sur le nord du Vietnam où la population vivait enterrée la journée et travaillait la nuit. La présence militaire américaine, forte de 550 000 soldats en 1969, prit fin en 1973. Mais la guerre entre les deux Vietnams dura 2 ans de plus, jusqu'à la chute de Saïgon et la réunification officielle du pays. 7 millions de tonnes de bombes ont été larguées lors de ce conflit, qui a fait 58 000 morts américains et 4 millions de morts vietnamiens des deux camps, dont 1 million de combattants. Parmi eux, des enfants de Chan Dang, nés en Calédonie. 7, rien que pour Tien Quang. Leur nom figure sur le monument aux morts. Mon frère, mon frère aîné, il est mort pendant la guerre de Vietnam. Il est là, dans le monument pour les soldats vietnamiens. À l'époque, la guerre contre les Américains. Ouais. C'est ici, c'est ce village avant, voilà, c'est-à-dire Tân Việt. Tân, c'est Tân Nouvelle-Calédonie. Et Viet, c'est Nouveau Vietnam. Ouais. Alors, on débarque avec les gondoliers puis les radeaux dans l'autre, à l'est du fleuve, pour débrousser la forêt. Tien Quang, en 1964, c'était comme la brousse calédonienne, sans eau et sans électricité, avec en plus des serpents et des tigres sur les terres à défricher. Par-delà le fleuve, qu'aucun pont n'enjambait, les Chan Dang créèrent un nouveau quartier, Tan Viet, littéralement Nouveau Vietnam. Parmi tant d'autres, il y avait la Man et Sien de Thié Bagui, Yen de Santo qui travaillait à Dony Ambo, Wang de Païta qui était chauffeur. Tous évoquent l'extrême dureté des premières années, le riz rationné, le travail dans les coopératives ou les usines, mais aussi le bénéfice qu'ils ont tiré des outils et du savoir ramené de Nouméa. Tous soulignent l'amélioration de leur niveau de vie et le développement de la ville avec la fierté d'y avoir contribué. Ils parlent de leur bonne vie à Tien Quang comme leurs parents avaient eu une bonne vie à Nouméa. Et tous expriment le désir que leur Vietnam soit mieux compris à l'extérieur. Fils et filles de Chan Dang, Viet Kieu en leur pays, Niaouli ou Burao comme ils préfèrent s'appeler, ils forment une communauté particulière, majoritairement bouddhiste, mais dont l'ancrage vietnamien est teinté de France du Pacifique. Qui sont-ils, au fond, ces Vietnamiens qui se réunissent pour parler français et chanter aussi bien Ho Chi Minh que la Marjolaine, avec en eux le profond désir de revoir cette Calédonie où ils ont grandi, où leurs compagnons sont restés, pour des futurs différents. Nous, on a été naturalisés en 64. On a été naturalisés. Alors, voilà, donc on est devenu français en 64. On nous a obligés de changer le nom. Oui, pas comme maintenant, si vous vous appelez nom vietnamien, vous pouvez être français en gardant le nom vietnamien. Mais avant, on nous obligeait de changer le nom. Voilà. Donc moi, je crois que le jour où j'ai mis mes pieds à l'école, oui, là, ce jour-là, l'intégration commence. Parce que là, on nous apprend à lire le français, à écrire le français, l'histoire de France. Voilà. C'est ce jour où on a été à l'école. Où mon père et ma mère nous ont dit, vous irez à l'école. Vous allez prendre les vélos et puis vous irez à l'école. Ce jour-là, ils ont décidé de ne plus être vietnamiens, mais ils ont décidé d'être français. Et vous serez français parmi les Français. Voilà. Le fait que moi, je dirige la commune, on a atteint le truc, le sommet. Voilà. Donc ce n'est pas une revanche sur telle ou telle personne, c'est une revanche sur le sort qui nous est... Voilà. Ça a commencé, je pense, par les écoles. Il y avait beaucoup de Vietnamiens, plus des élèves vietnamiens, parce qu'auparavant, dans les campements, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école des villages. Ils étaient, entre eux, ils apprenaient le vietnamien ou ils apprenaient un peu le français. Mais après,
ils allaient au collège partout, donc les liens se sont créés. Les barrières raciales sont plus ou moins tombées. Et puis après, comme mes enfants. Mes 5 enfants sont mariés tous avec des Calédoniens. Lui, il s'est marié avec une descendante de pieds noirs. J'ai un autre qui est marié avec une descendante de juifs. J'ai un autre qui il n'est pas marié encore, ce qui n'a pas empêché d'avoir des enfants. Et ma fille est mariée avec un Calédonien. Donc, il n'y a aucun problème. En Calédonie, on est obligé de s'intégrer. On fait ce qu'il faut, mais le problème, c'est qu'on nous le rappelle toujours qu'on n'est pas des... On nous le rappelle qu'on est... D'ailleurs, moi, quand je vais en réunion de mer, voilà le Chinois qui arrive. C'est pas l'aspect, c'est pas le physique, c'est les valeurs, c'est ce qui sort de l'intérieur, c'est ce qu'on nous inculque et qui fait qu'on pense qu'on est dans le juste, quoi. Ouais, je pense que d'ici quelques années, si vraiment ils arrivent à garder ces valeurs-là de solidarité, de fraternité, je pense que ça sera vraiment une bonne chose. Plus que la langue, plus que les yeux bridés, plus que tout ça, je pense que... Ce sont les valeurs qu'on adapte pour vivre sur cette terre calédonienne, des valeurs qui nous sont indispensables pour vivre en équilibre dans notre corps de Vietnamien et notre état d'esprit de Vietnamien, tu vois. La nouvelle est toujours dans notre pensée et dans notre cœur. Oui. On a toujours la nostalgie de la Nouvelle-Calédonie. On pense toujours à la Nouvelle-Calédonie. Hein? Parce que la Nouvelle, c'est la place où on est là-bas. Hein? Alors, on a fait des études là-bas. On est grandi là-bas. On a passé notre adolescence là-bas. Alors, il y a beaucoup de souvenirs en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est inscrit dans notre mémoire. Ça ne s'efface pas. Les gens qui ne nous connaissent pas, quand on était dans la rue, ils disent « Ah, c'est une rapatriée ». Vous voyez? Donc ça laisse des traces pour la vie. Donc on a une façon de se tenir, on a une façon de s'habiller, on a une façon d'agir qui n'est pas comme les gens qui sont ici. La première fois quand je rentre, je viens en Calédonie, je descends de l'aéroport de la Tontouta. La première parole que je parle, je dis que bonne et heureux à tous les Calédoniens. La Calédonie, ça reste ta terre natale. Et le Vietnam, c'est le pays de tes racines. Est-ce que dans un seul homme, il y a la place pour 2 pays? Pour moi, c'est trop dur à répondre à cette question. Parce qu'il a beaucoup de problèmes à parler. Je crois que j'emmène dans la tombe. Nous, on est nés ici, on n'a pas connu non plus la période où ils ont rejeté les Viettes. Donc nous, on n'est pas nés du tout avec les appréhensions vers les Calédoniens, vers les Broussards, vers les Kanaks. On est nés directement dans le mixte, donc c'est mieux pour nous. Je pense qu'on a moins de... Moi, j'ai des amis, ils sont de toutes les races, on va dire. Hein. Autant vietnamiens que Caldoche, que Kanak. On n'a pas de problème avec ça particulier. Hein. La culture vietnamienne, elle a un avantage, c'est que de parents en enfants, ils ont vraiment le désir de transmettre la tradition. Ce que je regarde, ce qui se fait pas forcément chez mes grands-parents du côté de ma mère. Chez les Vietnamiens, il y a beaucoup même l'aspect culinaire, transmettre la culture, la nourriture, l'aspect traditionnel, les fêtes vietnamiennes. On continue à fêter les fêtes ici, la fête du lampion, le Tet. On continue vraiment à être dans l'esprit vietnamien. Mais je pense que je parle pour tous les Vietnamiens, pour tous les métis, ils ont vraiment... on a l'impression d'être plus souvent rattachés à la partie vietnamienne qu'à la partie occidentale, parce que nos parents nous ont plus fait baigner dedans, je pense. Ici, en Nouvelle-Calédonie,
la communauté vietnamienne issue des Tcham-Dang restés sur le territoire se sent pleinement calédonienne, intégrée, tout en s'efforçant de préserver une part de sa culture d'origine qu'elle ajoute au melting pot calédonien. Une autre chanson de la Et là-bas, au Vietnam, ces autres descendants de Tcham-Dang rentrés au pays continuent de chanter la langue française et la nostalgie de leur terre natale calédonienne. Il y a, dans ce miroir, une même force du souvenir, une même fêlure d'identité, une même nostalgie jetée comme un pont par-dessus le temps et les distances, les guerres et les frontières. Pourtant cette île est bénie, est aujourd'hui un beau pays de peuplement. Si je venais à la quitter, jamais je ne pourrais l'oublier. Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique, où l'on mène une belle vie, dans l'amour et dans la musique. Beau pays au doux climat, charmeur comme une symphonie, pays que l'on n'oublie pas, Nouvelle-Calédonie.